Bonjour et bienvenue à Cyberdolus, le podcast qui traite du numérique sous l'angle de la cybersécurité. Dans l'actualité de février, si votre site internet ou de commerce en ligne n'est plus disponible, il est possible que votre hébergeur ou prestataire de service soit victime d'une attaque d'envergure ciblant les hyperviseurs. Un hyperviseur, c'est un système d'exploitation comme Windows, Android ou macOS qui fait le lien entre le matériel et plusieurs machines. C'est pour cela qu'on appelle des machines virtuelles. Grâce à cet hyperviseur, sur une seule et même machine physique, il devient possible d'en faire fonctionner plusieurs. Depuis le 3 février 2023, une campagne d'envergure cherche, trouve et chiffre les hyperviseurs dont les accès d'administration sont disponibles sur Internet. Pour réussir cette attaque, nul besoin de login ni de mot de passe. Les vulnérabilités utilisées permettent de prendre le contrôle du système d'exploitation sans autre formalité. Les solutions existent et peuvent sembler simples, il faut mettre à jour l'hyperviseur. Alors, encore faut-il que la machine physique soit compatible avec les nouvelles versions du logiciel hyperviseur et que le propriétaire du site ou du site e-commerce hébergé dans chaque machine virtuelle soit prêt à en payer le coût. Car il y a bien un coût sous forme à la fois de temps passé et de temps d'arrêt nécessaire à l'opération. L'autre solution, temporaire, parce qu'il faut toujours mettre à jour ces machines virtuelles ainsi que ces systèmes d'exploitation, serait de ne pas rendre l'interface d'administration disponible à tout le monde sur Internet. Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de cette attaque d'envergure ? Le premier constat concerne les mises à jour. Elles n'apportent pas uniquement de nouvelles fonctions, mais également des correctifs de sécurité. C'est pour ça qu'elles sont vraiment importantes. Pour les particuliers, elles sont généralement assez simples à installer. Sur un smartphone ou un ordinateur, les fabricants ont fait des efforts ces dernières années pour faciliter cette tâche. Attention, par contre, de ne rien oublier. Il faut mettre à jour le système d'exploitation, Windows, Android, macOS, ainsi que les applications, les navigateurs, les lecteurs de documents ou tout autre logiciel installé sur la machine ou sur le smartphone. Bien évidemment, pour les entreprises et les collectivités qui doivent gérer un grand nombre de mises à jour et un grand nombre de machines, les équipements étant de plus en plus nombreux, cela demande beaucoup plus d'organisation. Il ne faut oublier aucun équipement, car l'entreprise numérique et connectée de nos jours comprend à la fois des applications chez nous, mais également dans le cloud, des PC, des smartphones, des appareils connectés, et ils sont nombreux, tels que des imprimantes, des télés, ou quel que soit l'équipement réseau actif, tel que le pare-feu. Le second point de vigilance, à mon avis, doit porter sur les garanties offertes par les prestataires de services auxquels nous souscrivons. Autrement dit, quelles sont les responsabilités et engagements de chaque partie. Dans le cas présent, si vous louez un serveur chez un hébergeur, est-ce à vous ou à lui d'effectuer la ou les mises à jour ? Est-ce inclus dans le tarif ou est-ce une charge supplémentaire ? Et d'un point de vue pratique, on peut se demander quelles sont les fréquences de ces mises à jour, quelle est la durée moyenne de coupure, si nécessaire, durant l'application de ces mises à jour, ainsi que d'autres paramètres qui vont impacter le fonctionnement et la disponibilité des systèmes. Donc tout ceci est malheureusement trop souvent passé sous silence, car soit l'utilisateur ou le client n'en a pas conscience, ou tout simplement il n'en a pas connaissance, car ce n'est pas son métier. Parfois, c'est écrit en petit dans des lignes contractuelles que l'on accepte malheureusement trop souvent rapidement. Alors, il en va de même pour nos usages privés. Lorsque l'on achète un smartphone, combien de temps le constructeur s'engage-t-il à nous fournir des correctifs de sécurité ? Et lorsque nos photos sont transférées dans le cloud depuis notre smartphone, est-ce une sauvegarde ou une simple mise à disposition depuis n'importe quel endroit de la planète ? Et la différence est importante. Dans un cas, il y a un engagement de disponibilité et de restauration des sauvegardes. Dans l'autre, le service et vos photos peuvent tout à fait disparaître à tout jamais et sans préavis. Cela nous amène à réfléchir à l'exposition de nos systèmes d'information sur Internet. C'est comme s'il y avait plusieurs faces à celui-ci. La partie visible et accessible à tous, par exemple pour un site de commerce en ligne, c'est depuis cet accès que nous effectuons nos achats. Et l'accès destiné à l'administration du site, réservé aux personnes en charge de la mise à jour des produits ou de la mise à jour du logiciel, lui, est un accès différent. Il en va de même pour l'hyperviseur impacté. Il est d'ailleurs certainement l'un des plus répandus dans le monde. Lui aussi possède une interface d'administration. Et lorsque cela est possible, il est recommandé, fortement recommandé, d'en limiter l'accès, soit en sélectionnant des machines autorisées via l'intermédiaire d'un VPN, soit ces machines se trouvent physiquement dans le réseau de l'entreprise et sont les seules à pouvoir y accéder. Nous aurions pu aborder d'autres sujets en ce début d'année, tels que l'opération de démantèlement du groupe de rançongiciel Hive, une opération dans laquelle la police judiciaire de Bordeaux a pris part.
ou encore la conférence Panocrime au campus cyber parisien, résultat du groupe de travail du même nom au sein du Clusif. Mais passons maintenant à un tout autre sujet. Pour se protéger, il convient de connaître les portes d'entrée que les cybercriminels peuvent utiliser pour pénétrer notre système d'information. Parmi celles-ci, il y en a une sur laquelle on peut agir et l'on doit agir de manière régulière et répétée, c'est le facteur humain. Grâce à ces actions, notamment de sensibilisation et d'information, on va pouvoir augmenter à la fois les réflexes de nos employés pour qu'ils soient plus efficaces face aux cyberattaques et notamment aux techniques qui vont les viser spécifiquement, en particulier l'hameçonnage. Nous avons mené une étude sur l'évolution de cette menace en 2022. Alors on pourrait être tenté de croire que l'hameçonnage est un vieux problème et que tout le monde le connaît, qu'il est facilement repérable, que les outils technologiques sont une solution ultime à la protection contre l'hameçonnage. Et ce n'est pas totalement vrai, même s'il existe plusieurs couches de protection qui doivent être appliquées pour limiter le nombre d'hameçonnages. Il y a tout de même un certain volume d'hameçonnage qui peuvent passer, notamment parce qu'ils sont soit très ciblés, soit très efficaces, et s'appuient notamment sur des informations que les employés peuvent laisser au travers de comportements en ligne de type Facebook, LinkedIn ou tout autre réseau social sur lequel un employé va exposer tout ou partie de sa vie privée et ou professionnelle, ce qui va permettre à un attaquant de pouvoir mieux le cibler, mieux le connaître et lui adresser un hameçonnage qui va faire mouche. Alors, en parlant de réseaux sociaux, on a également relevé que le stress et le télétravail affectaient notre personnalité et notre comportement en ligne sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook et LinkedIn. Et ces ressorts psychologiques que l'on appelle l'ingénierie sociale, qui permettent par manipulation psychologique d'amener des personnes à effectuer des actions ou à communiquer des informations, notamment confidentielles, ne sont pas à négliger. On a vu notamment lors du Panocrime 2023 une présentation où des cybercriminels utilisaient ce que l'on appelle la fatigue à l'authentification deux facteurs, en poussant des utilisateurs dans leur retranchement, en envoyant de manière incessante des demandes pour valider notamment l'ajout par exemple d'un périphérique, ce qui va réaliser une pop-up, une demande sur un smartphone. Et on a l'exemple d'une conversation qui a fuité entre cybercriminels où l'un explique à l'autre qu'il a demandé un très 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 grand nombre de fois l'ajout de son appareil, ce qui a généré du côté de l'utilisateur un très grand nombre de demandes pour approuver celle-ci, et durant la nuit, ce qui fait qu'au bout d'un moment, l'utilisateur était lassé, et de guerre lasse, il a fini par accepter la demande, ce qui a provoqué l'ajout de l'appareil du cybercriminel au système d'information. Donc il ne faut pas négliger à la fois l'importance de la bonne formation et sensibilisation de l'utilisateur, mais également son comportement au quotidien et les signes qui pourraient alerter sur le fait que celui-ci, cet utilisateur finalement devient insensible aux différentes mesures de protection, parfois par lassitude. Pour pouvoir former, sensibiliser ses employés, n'hésitez pas à télécharger notre kit gratuit qui est disponible sur le Digital Security Guide. Autre élément important, nous avons réalisé un dossier sur les rançongiciels pour comprendre les vecteurs d'attaque et bien entendu pouvoir réagir. Donc vous trouverez ce dossier sur Digital Security Guide. Vous pouvez également retrouver un web séminaire qui a été réalisé début février et qui reprend les informations qui sont aujourd'hui disponibles sur les cybercriminels opérant des rançongiciels, donc à la fois l'écosystème,
les outils utilisés, les moyens pour pénétrer dans nos systèmes d'information, dont celui que l'on vient d'évoquer, qu'est l'hameçonnage et l'ingénierie sociale, et puis les moyens forcément de se protéger, les points sur lesquels on va devoir porter notre attention pour protéger notre entreprise. Et puis d'une manière générale, on peut également se référer au guide qui s'intitule « Comment préparer votre entreprise face à une cyberattaque ». C'est un guide qui est également en téléchargement gratuit et qui va permettre de réaliser des checklists, de vérifier quels sont les éléments essentiels à la fois avant, pendant et après une cyberattaque. Donc, ce guide regroupe un grand nombre de conseils et sa lecture vous apportera quelques clés pour préparer votre entreprise à l'éventualité d'une cyberattaque, et tout en sachant que si on est préparé, cette éventualité risque tout de même de se produire parce que nous sommes tous et toutes connectés, mais que au mieux on est préparé, au mieux cette crise pourra être gérée et atténuée. Ainsi s'achève notre première partie. Vous retrouverez tous les éléments cités sur nos 2 blogs, We Live Security ainsi que Digital Security Guide par EZ. Un nombre impressionnant de comptes, à la fois pour jouer, mais également pour se connecter à son collège, ne serait-ce que pour pouvoir faire ses devoirs ou connaître son emploi du temps. Et comme toute activité, il y a de nombreux bénéfices, mais il y a aussi des risques. Dans ce rendez-vous régulier, nous aborderons les questions de cybersécurité pour les plus jeunes. Commençons par 3 conseils, plutôt destinés aux parents pour protéger leurs enfants en ligne. Le premier conseil est de cadrer l'utilisation d'Internet. Les enfants ne sont pas toujours conscients des dangers en ligne, tels que des prédateurs sexuels ou du cyberharcèlement. Cadrer ou encadrer passe par 2 éléments principaux. Le premier, c'est discuter, instaurer un dialogue avec les enfants. L'objectif est de créer un réflexe afin qu'ils se tournent vers vous, vers nous ou un adulte, en cas de doute quant à un comportement suspect qu'ils pourraient découvrir sur Internet. Et le deuxième élément est un élément technologique, c'est un garde-fou que l'on nomme contrôle parental. Ce contrôle parental permet de limiter la possibilité aux plus jeunes d'accéder à des contenus inappropriés. Mais c'est également le moyen d'éviter le tunnel que représentent les activités numériques, durant lesquelles on perd toute notion du temps. Ce garde-fou permet de nous obliger à relever la tête et à reprendre une connexion avec le monde réel. Le deuxième conseil que l'on peut donner est d'enseigner à nos enfants des règles de sécurité en ligne, la fameuse hygiène numérique. Les enfants doivent savoir par exemple qu'ils ne doivent pas accepter de demandes d'amis d'un étranger, de ne jamais donner leur mot de passe à qui que ce soit, et surtout de signaler tout comportement suspect en ligne. Et le troisième conseil s'adresse à nous, les parents. Restons en contact et à jour avec les technologies. Les plus jeunes ont tendance à être plus doués que les adultes pour utiliser les nouvelles technologies. Par conséquent, il est important que nous, parents, restions informés des dernières tendances pour mieux comprendre et appréhender les risques auxquels nos enfants peuvent être confrontés. Et pour revenir au premier conseil, quel meilleur moyen pour se tenir à jour que de demander à nos enfants de nous expliquer la façon dont ils utilisent les outils numériques? Ainsi, on garde le lien et on continue de se mettre à jour. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en notre compagnie et vous dis à très bientôt sur Cyberdolus.